Fermer cette édition du journal avec l'information concernant la visite surprise du président américain Joe Biden du côté de Kiev. Alors qu'il était attendu en Pologne, il a donc fait escale à Kiev pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky afin de montrer son soutien au peuple ukrainien à quelques jours du premier anniversaire du conflit ukraino-russe. Une première. Cette visite, on le rappelle, n'avait pas été annoncée. Le président américain était attendu en Pologne mardi matin selon son agenda officiel. Joe Biden arrive donc du côté de Kiev après que Volodymyr Zelensky ait effectué une visite surprise aux États-Unis en décembre dernier. Il s'agissait de son premier voyage hors de l'Ukraine depuis le début du conflit avec la Russie. Et donc, il a effectué cette visite étrangère et le président américain affirmait donc qu'ils sont conscients du combat de l'Ukraine qui s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand. Le peuple américain sait que si nous ne résistons pas à ces attaques aussi flagrantes contre la liberté, la démocratie et les principes fondamentaux tels que la souveraineté, l'intégrité territoriale, le monde sera confronté à des conséquences bien pires, affirmait donc en décembre dernier Joe Biden, qui a rassuré l'Ukraine qu'ils seront toujours à leur côté aussi longtemps qu'il le faudra, se disant pas du tout inquiet pour la solidarité de l'Alliance occidentale. Je n'ai jamais vu l'OTAN ou l'Union européenne aussi unis pour quoi que ce soit, avait donc affirmé le président Joe Biden, qui renchérissait en disant que Poutine pensait qu'il affaiblirait l'OTAN à la place. Il a renforcé l'OTAN, avait donc souligné le président américain Joe Biden. Et pour en discuter, nous recevons le dernier invité de ce journal. Il s'agit de Gamal Abina, internationaliste. Bonsoir à vous, cher monsieur. Alors qu'il était attendu en Pologne demain matin, il a fait donc une virée, le président américain, du côté de Kiev. Alors, il promet de nouveaux armements, Gamal Abina, et surtout un soutien indéfectible, 500 millions de dollars annoncés donc pour le soutien à Volodymyr Zelensky et l'Ukraine. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette arrivée ou alors cette escale de Joe Biden du côté de l'Ukraine, lui qui déjà avait reçu il y a de cela un an le président ukrainien du côté des États-Unis. Il est à noter que cette escale, merci pour l'invitation, je pense pas au début, excusez-moi, bonsoir. Donc, il est à noter que cette escale intervient dans des conditions un petit peu difficiles dans la mesure où l'Ukraine commence à subir une contre-offensive russe très très solide, très puissante, avec 1 million d'hommes, et que lorsque Joe Biden propose à nouveau une rallonge budgétaire de 500 millions de dollars, plus du matériel, mais il n'a pas été précis par rapport à ça, et de dire qu'il y a un soutien indéfectible des États-Unis, évidemment, ce n'est pas les États-Unis qui se battent, c'est les Ukrainiens. Donc il y va pour donner une forme de symbole fort, pour donner le sentiment que les États-Unis sont là, toujours derrière, très très fort, très puissant et très en avant sur la question du soutien militaire à l'Ukraine. Mais en substance, concrètement, les chars Abraham, ils ont annoncé 300 chars en tout et pour tout, que ce soit les chars occidentaux et les chars américains. Les chars Abraham, ils les donnent au compte-gouttes, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont difficilement transportables, difficilement utilisables. On sait que c'est des chars très lourds, très technologiquement avancés, donc difficiles au niveau de la formation pour les prendre en main. Et il propose tout un tas de pis-aller. Mais en réalité, on s'imagine bien que lorsqu'il va en Ukraine, c'est une façon de dire aux Ukrainiens, on ne vous a pas abandonné. Dans les faits, la négociation qui était faite difficile pour envoyer 300 chars en Ukraine, donc une goutte d'eau par rapport à la puissance militaire déployée par les Russes, donne le sentiment que c'est une façon de rassurer les Ukrainiens sans trop donner de garanties. Il parle d'argent, donc d'endettement du pays. Il parle d'armement sans être très précis. Il parle d'un soutien indéfectible, mais lequel et pourquoi. Et il n'explique pas effectivement quels sont les objectifs et les buts de guerre des Américains. Soutenir l'Ukraine, c'est une chose, mais espérer reprendre les territoires perdus, c'est autre chose. Et il se trouve qu'aujourd'hui, non seulement ces territoires perdus ne seront pas rendus à l'Ukraine, mais surtout que Alors l'offensive russe Gamal commence à Abina, prendre vous d'autres avez dit territoires. tout à l'heure que le président américain n'a véritablement pas spécifié la qualité du soutien qu'il allait apporter à l'Ukraine. Peut-être c'est stratégique, mais une chose est sûre, son arrivée du côté de l'Ukraine est un signal fort aussi. Il faudra
le rappeler. Personne ne l'y attendait, personne n'attendait Joe Biden du côté de l'Ukraine. Voilà qu'il y est. Il annonce donc 500 millions en soutien à l'Ukraine qui a véritablement besoin de soutien. Ils ont parlé bien sûr de récupérer les villes qui avaient déjà été prises par Moscou et surtout soutenir l'artillerie. Donc ils ont besoin d'artillerie parce qu'en face c'est quand même la Russie qui est un véritable foudre de guerre. Les Occidentaux aiment bien le principe des symboles. C'est un peu là où est né le symbolisme, littéralement, par rapport à tout un tas de symboles historiques. Il y a 4 jours de l'anniversaire du démarrage de la première offensive russe. Depuis la première offensive russe, les Russes ont eu des replis stratégiques. Il dit qu'il va apporter les soutiens financiers. Bon, le soutien financier à traduction endettement de l'Ukraine, un endettement qui va durer un siècle. Il dit qu'il apporte les soutiens militaires, mais quoi? De l'artillerie. L'artillerie, les Russes en face en possèdent des quantités faramineuses, ce que les Ukrainiens n'ont quasiment plus. Il dit qu'il apporte un soutien militaire, mais lequel? Pas d'aviation, évidemment, parce que de toute façon, les avions de combat américains et F-16 ne peuvent pas être pilotés par les pilotes ukrainiens qui ne connaissent que les Sukhoi, donc la technologie militaire soviétique. Il dit qu'il apporte des soutiens matériels, mais lesquels et par quelle voie, par quel moyen d'acheminement, sachant que les Russes, de toute façon, si jamais des avions arrivent au territoire ukrainien, les pistes de décollage seront immédiatement détruites. Donc il apporte beaucoup de promesses, mais dans les faits, techniquement et sur un plan logistique, il est difficile de mettre en exécution ce genre de promesses. Par contre, la symbolique d'arriver en Ukraine à 1 an du début des hostilités est double. À la fois de faire croire aux Ukrainiens qu'il y a un soutien indéfectible, c'est ce qu'il dit, mais dans les faits, ils ont dû négocier pour envoyer 300 chars de combat. Le soutien indéfectible, c'est qu'on envoie toute la production militaire et surtout qu'on envoie toute la production de munitions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et surtout qu'on travaille les 3-8, ça qu'on fait en sorte que les usines occidentales travaillent à plein régime. Ce n'est pas le cas. Deuxième chose, le soutien financier, c'est un endettement qui va durer. Pourquoi? Parce que l'Ukraine doit acheter des armes. Donc c'est une forme indirecte de subvention à l'arsenal militaire américain vieillissant. Ils vendent des vieux armements, pas de la haute technologie, des armements en fin de vie qui leur coûtent pas grand-chose, qui auraient dû partir à la casse, à des Ukrainiens qui, eux, n'ont plus les moyens de faire face, évidemment, puisque la Russie a des moyens considérables offensifs. Chacun y va dans cette guerre à se débarrasser de ces vieux armements pour en arriver à des technologies un peu plus avancées. Donc le soutien américain et surtout un soutien d'endettement de l'Ukraine, une subvention indirecte à sa propre industrie militaire, parce qu'ils ont quand même 700 milliards de dollars de budget militaire annuel, les États-Unis, et de dire aux Ukrainiens, nous vous avons entraîné dans cette histoire, mais nous ne vous laisserons pas tomber. Dans les faits, il y aura une offensive russe qui est programmée, qui est en train de se faire. Au printemps, l'offensive va accélérer. Évidemment, il faut des garanties aux Ukrainiens pour ne pas s'effondrer, mais on sait très bien que les tractations actuellement, c'est en train de fuiter, sont en train de se faire pour dire que finalement, c'est ce qu'il dit Stoltenberg en Europe, il ne serait pas inintéressant de revenir à la table de négociation. Et on reviendra sur une table de négociation ouverte par les Turcs, qui sera évidente au moment où l'Ukraine sera frappée violemment par les attaques russes, parce que nous savons très bien que les Russes, lorsqu'ils promettent une attaque violente, avec 500 000 hommes sur le terrain énormément considérable, ne feront pas de cadeau à la partie ukrainienne. Donc les promesses américaines n'engagent que ceux qui veulent les croire. Dans les faits, les Américains n'iront pas plus loin qu'un engagement en demi-teinte, comme ils le font depuis le début, avec des sanctions en demi-teinte, sanctions économiques, avec tout un train de sanctions, 10e bientôt programmé. Si on voulait vraiment sanctionner la Russie, elles auraient été mises en application immédiatement au bout d'1 mois. Donc dans les faits, les Américains ne prennent pas trop de risques à promettre des choses aux Ukrainiens, parce qu'ils savent parfaitement que les Ukrainiens sont incapables de faire autre chose que de mendier quasiment de l'aide aujourd'hui à l'international. Information qui est tombée il y a quelques minutes concernant le Congrès américain qui n'a pas donné son approbation en ce qui concerne la livraison des chars et d'avions à Kiev, notamment avec les dires du président Joe Biden de ce jour qui a annoncé donc des chars et des munitions du côté de l'Ukraine pour combattre Moscou. Tout à fait, c'est pas une surprise. Le Congrès américain n'est pas favorable à cette guerre, parce qu'ils ont perdu la majorité, les démocrates, et surtout parce qu'ils se rendent bien compte que les guerres sont ingagnables. On le sait depuis le premier jour, en vérité. On se rend bien compte que les Russes jouent à domicile, que la logistique russe est parfaitement assurée, que le ciel ukrainien appartient aux Russes, à l'aviation russe, que les satellites russes garantissent de quasiment trouver systématiquement le lieu où ils doivent frapper, mais surtout, évidemment, parce que les Américains n'ont pas envie de s'enliser dans une guerre inutile qui ne leur permettrait pas d'obtenir une victoire. On est très loin de la Russie soviétique qui s'est effondrée face à l'Afghanistan parce qu'elle était vieillissante, en perte de vitesse et pauvre. Aujourd'hui, la Russie est riche, est en pleine croissance économique, en pleine croissance des exportations. C'est un pays qui commence à s'affirmer sur ses frontières de façon très forte et qui a dit stop à l'OTAN en Ukraine. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Biden a dit la vérité? On sait très bien qu'il a menti, c'est évident.
depuis le début, il raconte beaucoup d'histoires aux Ukrainiens qui veulent croire ces mensonges. Mais dans les faits, il y a des tractations en sous-main qui sont en train de se mettre en place. Le problème, c'est que ce discours n'est pas à destination seulement des Ukrainiens. Il est aussi à destination des opinions occidentales à qui on a rabâché pendant des mois et des mois que l'Ukraine devait gagner, qu'il n'y aurait pas de défaite, que les Russes étaient fichus, qu'ils n'avaient plus d'armement, qu'ils ne sont pas capables de faire face. Dans les faits, malheureusement, sur le terrain, c'est exactement le contraire qui se produit. Il va falloir trouver une formule magique pour enfumer à nouveau les populations européennes qui ont cru à cette guerre, qui ont d'ailleurs payé un lourd tribut sur le plan économique avec une inflation galopante et un coût de l'énergie extrêmement élevé. Eh bien, il va falloir leur expliquer que finalement, c'était peut-être plus intéressant de négocier, que les Russes ne sont pas si mauvais que ça, et que de toute façon, la guerre sera perdue si on laisse les Russes continuer à déployer leurs forces. Et on s'attend bien effectivement à une frappe très forte des Russes qui va conduire à une négociation immédiate des Ukrainiens. Les Américains sont venus à nouveau raconter des histoires aux Ukrainiens. Zelensky, qui n'est pas un homme très formé intellectuellement, et encore moins sur un plan militaire et tactique, a expliqué d'ailleurs devant le Premier ministre anglais qu'il fallait 6 mois pour former un pilote ukrainien aux avions occidentaux. Le Premier ministre anglais l'a dit devant les caméras, non, il ne faut pas 6 mois, mais 3 à 4 ans. Donc Zelensky était un peu décontenancé, parce qu'il ne se rendait même pas compte qu'il ne connaissait absolument rien à la formation militaire des pilotes d'avion, donc il ne pourrait pas avoir d'avion, sauf à espérer que les pilotes en question, qui pilotent les avions occidentaux, soient les pilotes occidentaux. Et là, on partirait dans une co-belligérance officielle, ouverte, avec des soldats occidentaux qui seraient sur les avions. On ne peut pas avoir des miliciens sur les avions, on ne peut pas avoir d'armées privées sur les avions de combat, c'est forcément des pilotes nationaux des pays qui seraient engagés. Évidemment, c'est hors de question dans l'agenda américain ou occidental, donc l'Ukraine est malheureusement pour elle livrée à elle-même. Alors décidément, Gamal Abina, l'espoir d'une quelconque négociation semble plus que jamais lointain en ce qui concerne le conflit ukraino-russe. Non, elle n'est pas lointaine cette négociation, puisque Stoltenberg en a parlé. Il dit qu'il faudrait bien aller négocier. On ne négocie pas avec ses amis, on négocie avec ses ennemis. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas supporter, je parle de l'Europe occidentale, une deuxième année sans gaz. Ils savent parfaitement qu'ils sont incapables de faire face à ce prochain hiver qui va arriver. Là, on a eu de la chance, l'hiver a été doux. C'est ce qui a un petit peu amoindri la difficulté. Sauf que les réserves de gaz ont été toutes quasiment totalement liquidées. Donc, il y a, dans le camp occidental, il commence à y avoir des hiatus, il commence à y avoir des séparations de positions. Et puis surtout, de toute façon, dans tous les cas de figure, même les Américains sont en train d'envisager, ça fuite dans les journaux américains, qu'il va falloir négocier avec les Russes. De toute façon, la partie est perdue. Les territoires Crimée, Donbass et tout un tas de territoires comme ça qui ont été conquis sur la mer vont être conservés par les Russes. L'Ukraine ne sera plus qu'un pays qui sera isolé, qui sera totalement insulaire, on dirait pratiquement un pays qui sera vraiment à l'intérieur des terres, mais il n'y aura plus d'accès à la mer. Et après, c'est les négociations qui vont être rondement menées. Ce qui va conduire à la négociation, ça va être la contre-offensive russe qui va être très violente. L'effondrement de l'armée ukrainienne, d'ailleurs, on voit bien qu'il y a de plus en plus de désertions, et c'est normal. On envoie des gens à la mort inutilement, sans aucun espoir de victoire. Donc l'effondrement de l'armée ukrainienne va conduire à une négociation avec des Russes qui la réclament. Donc ce n'est pas du côté russe qu'on ne veut pas négocier, c'est du côté occidental. Ils font pousser le maximum de leurs avantages. Ils ont vendu beaucoup d'armes, ils ont endetté un pays à vie, je vous le dis, pour 100 ans. Donc il y aura négociation une fois que l'armée ukrainienne sera effondrée. Et cette fois-ci, la négociation sera malheureusement pour les Ukrainiens très peu favorable à leur parti. Et donc, c'est une affaire à suivre. Merci à vous, Gamal Abina. Rendez-vous dans nos prochaines éditions d'information. C'est ici que s'achève cette édition du Grand Journal sur la télévision panafricaine. Merci de nous avoir suivis et surtout de rester en compagnie de nos programmes. Agréable fin de soirée à toutes et à tous. Afrique Média, le monde, c'est nous.